Salut tout le monde et bienvenue sur ce didacticiel intitulé Les composants de l'ordinateur, la partie hardware d'un système informatique. Alors, je suis Younes Aziz Bachiri, professeur de second cycle qualifiant, et je suis là pour vous assister durant tout ce didacticiel. Bon, monter un ordinateur, c'est comme préparer du couscous. On peut l'acheter tout fait, mais c'est toujours meilleur quand on le prépare soi-même. Parce qu'on y met les ingrédients que l'on veut, dans l'ordre que l'on veut. C'est notre couscous, celui qui nous correspond vraiment. Pour un ordinateur, c'est pareil. Selon que vous soyez un joueur invétéré, un as de la bureautique ou un graphiste, vous n'utiliserez pas votre ordinateur de la même façon. Les composants que vous devrez assembler seront donc différents. Seulement voilà, monter un ordinateur est un tantinet plus délicat que de préparer un couscous. Dans ce tutoriel, on ne parlera pas de cornichons ni de mayonnaise, mais de CPU, ventila, d'alimentation, SSD, RAM, et bien d'autres choses encore. Ces termes ne vous disent peut-être rien pour le moment, mais pas de panique, ce tutoriel est justement fait pour y remédier. Nous allons apprendre, ensemble, à reconnaître et choisir les composants d'un ordinateur. L'un des composants les plus importants d'un ordinateur est le processeur, qu'on appelle aussi CPU. C'est en quelque sorte le cerveau de l'ordinateur. Et tout comme pour un être humain, il est impossible à notre ordinateur de vivre sans cerveau. C'est pourquoi le processeur est très important dans un ordinateur. C'est lui qui va exécuter les différents programmes informatiques et effectuer les calculs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur. Il faut donc bien choisir son processeur. Et oui, si vous avez l'habitude de faire tourner 2 ou 3 programmes en parallèle, vous n'aurez pas besoin d'un processeur aussi puissant que si vous en faites tourner 15. Et pour bien choisir un son processeur, il y a différentes informations à prendre en compte. Si je vous dis qu'un processeur comporte un cœur, vous me prenez pour un fou? Et si je vous dis qu'aujourd'hui la plupart des processeurs comportent plusieurs cœurs? Le cœur est en fait une unité de calcul, c'est lui qui va faire tous les calculs demandés par votre ordinateur. Et croyez-moi, il a du travail. C'est pourquoi les fabricants proposent aujourd'hui plusieurs cœurs dans un même processeur. On augmente ainsi sensiblement la capacité de calcul de l'ordinateur. La fréquence du processeur est importante, car c'est elle qui détermine la vitesse à laquelle il fonctionne. Il désigne le nombre d'opérations que votre processeur est capable d'effectuer en 1 seconde et est exprimé en Hertz. Aujourd'hui, on parle plutôt en gigahertz, ce qui va évoluer ces petites bêtes-là. Par exemple, si un processeur a une fréquence de 3 GHz, il peut alors effectuer 3 milliards d'opérations à la seconde. Finalement, la mémoire cache. Non, vous n'avez pas de la mémoire qui joue à cache-cache dans votre ordinateur. La mémoire cache est un type de mémoire très rapide, assez cher à produire, ce qui explique qu'il y en ait peu dans les composants. En fait, il sert d'intermédiaire entre le processeur et ce qu'on appelle la mémoire vive. Ce qui est stocké dans la mémoire cache est en fait une information dupliquée, c'est-à-dire qu'elle existe ailleurs que dans cette mémoire. Mais l'accès des données y est plus rapide. Il existe 3 types de mémoire cache. Le Level 1, L1, Level 2, L2 et Level 3, L3. La carte mère est l'élément central de l'ordinateur. Elle est fixée au boîtier et à support de tout un tas de cartes et autres composants dont nous parlerons bientôt. Voici à quoi une carte mère peut bien ressembler. Magnifique, vous ne trouverez pas? Comme vous pouvez le constater, la carte mère est constituée d'une grande plaque que l'on appelle PCB,
sur laquelle une multitude d'éléments se disputent la place. Nous passerons en revue ces éléments plus loin dans ce cours. Au cours des années, de nombreux formats de cartes mères ont vu le jour. Pourquoi différents formats, me direz-vous? Tout d'abord, la taille de la carte mère est un facteur important à prendre en compte. Vous imaginez qu'une carte mère de 4 mètres sur 3, je vous rassure, ça n'existe pas. Elle sera plus encombrante qu'une carte mère de petite taille. Il existe différents formats de cartes mères, ACT ATX, micro ATX, mini ITX. Le format de la carte mère aura une influence sur le choix du boîtier. Évidemment, une grande carte mère ne pourra pas rentrer dans un boîtier trop petit, mais chaque chose a son temps. Le socket est le socle qui va recevoir le CPU. Ce dernier n'est en effet pas branché directement sur la carte mère, mais sur un support qui permet de le brancher plus facilement et avec moins de risque de l'abîmer, sauf dans un cas que nous allons voir. Il existe 3 catégories de CPU. Le PGA, ou bien Pin Grid Array. Le CPU comporte une multitude d'aiguilles appelées pins, servant de connecteurs qui vont venir s'insérer dans les multiples trous du connecteur. Il est surtout utilisé chez AMD. Le LGA ou bien Land Grid Array, cette fois il n'y a plus de pins sur le CPU ni de trous sur le connecteur, mais des contacts métalliques sur chacun d'entre eux. Il est essentiellement utilisé chez la société Intel. Et finalement le BGA, Ball Grid Array. Ce dernier type de format apparu plus récemment est destiné aux processeurs mobiles. La principale caractéristique de ces CPU est que les contacts sont des petites billes, soudées directement à la carte mère. Ce n'est pas malin, me direz-vous. Cela limite les possibilités d'évolution. Mais l'objectif n'est pas là. Le but est d'économiser la place d'un socket sur les appareils mobiles, tels que les netbooks, pour lesquels la miniaturisation est un enjeu majeur. Le chipset, les composants de l'ordinateur, vous vous en doutez, échangent énormément de données entre eux. CPU, carte graphique, mémoire vive, etc. Les 0 et les 1 vont bon train. Il avait été question d'un petit lutin qui ferait le facteur entre tous ces composants. Mais cette solution n'étant pas assez rapide, le chipset a été inventé. Cette puce gère donc tous les flux de données entre les composants de l'ordinateur. On peut voir cela comme un énorme échangeur d'autoroute, où les voitures représentent les impulsions électriques. Une voiture arrive sur une branche et repart vers sa destination via une autre branche. Bien souvent, le chipset de la carte mère est séparé en 2 parties distinctes, donc 2 puces, North Bridge et South Bridge, chacune ayant son propre rôle. Par exemple, le North Bridge relie le CPU à la mémoire vive. Le South Bridge relie, quant à lui, le North Bridge et l'horloge RTC, etc., etc. La carte mère est le point central de l'ordinateur. On y branche donc tous les éléments du système grâce à une large gamme de connecteurs. Commençons par les connecteurs destinés à brancher les composants internes à l'ordinateur. Barrette de mémoire, carte en tout gamme, disque dur, etc. Nous n'avons pas encore abordé tous ces éléments, mais pas d'inquiétude, nous y reviendrons au cours de ce cours. Commençons ce petit tour du prioritaire avec les slow mémoires. Destinés à accueillir les barrettes de mémoire vive, on peut en trouver 2, 3, 4 ou 6 selon le format de la carte mère. Viennent ensuite les ports PCI qui servent essentiellement aux cartes filles, carte son, carte réseau, etc. On trouve également des ports PCI-E, actuellement dans leur seconde génération, PCI-E 2. Les débuts sont doublés par rapport à la première génération. Ils sont de plusieurs types. Les ports PCI 2x1 de vitesse 500 mégaoctets par seconde qui devraient remplacer les ports PCI et servent aux autres cartes filles, carte son, carte réseau, etc. Et les ports PCI E2 x16 de vitesse 4 Go par seconde
sont les remplaçants de l'ancien port AGP et sont destinés aux cartes graphiques. Du côté du périphérique de stockage, disque dur SSD, graveur DVD, etc., deux normes de connectique existent. La première vieillissante en tendant à disparaître décrit les ports IDE, également appelés ATA ou PATA. Les larges nappes branchées à ces connecteurs attirent la poussière et gênent la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier. Les toutes dernières cartes mères n'en sont donc plus équipées au profit des ports SATA, qui permettent l'utilisation des câbles plus fins. Pour la SATA, il en existe plusieurs types, et si la SATA 2 de vitesse 3 GB par seconde est encore le plus répandu, il y a aujourd'hui de plus en plus de cartes mères équipées de ports SATA 3 de vitesse 6 Go par seconde. Aussi, sur certaines cartes mères, il est possible d'associer plusieurs ports de ce type. Passons maintenant à la connectique externe, nous nous trouvons à présent sur le panneau arrière ou back panel, sur lequel se trouvent des connecteurs destinés à des appareils externes à l'ordinateur. On peut tout d'abord trouver les ports PS2 utilisés pour les anciens claviers et les vieilles souris. Ils sont aujourd'hui en voie de disparition au profit des célèbres ports USB. Bien plus pratiques, vous en avez forcément déjà croisé. Ils sont utilisés pour la plupart des périphériques externes. Clavier, souris, disque dur externe, clé USB, imprimante, etc. La norme la plus répandue est l'USB 2. 480 mégabits par seconde, soit 60 mégaoctets par seconde. Mais la récente norme USB 3, 4,8 gigabits par seconde, soit 600 mégaoctets par seconde, devrait la remplacer petit à petit. Notons que les ports et câbles sont noirs en USB 2 et bleus en USB 3. Avec des débits bien plus élevés, les ports FireWire sont quant à eux utilisés pour les caméscopes parce que transférer un flux vidéo nécessite un débit élevé et certains disques durs externes. Ce type de port est aussi appelé I3E 1394 du nom de la norme qui le décrit. FireWire étant le nom donné par la société Apple, Sony, de son côté, utilise le nom iLink. Oui, cela serait bien trop simple s'ils se mettent tous d'accord sur un seul et même terme. Pour les réseaux Ethernet, on utilise les ports RG45, ou plus simplement port Ethernet. Les anciennes cartes mères étaient équipées de ports RG45 fonctionnant à 100 MB par seconde, mais aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus que de 1000 MB par seconde, soit 1 GB par seconde. Et finissons ce petit tour de connecteurs en musique avec les ports audio. Ce sont les ports au format jack 3,5 mm sur lequel vont se brancher les haut-parleurs, les casques ou autres micros. Les couleurs ont généralement les significations suivantes. Le vert, haut-parleur avant. Orange, voix centrale et caisson de basse. Noir, haut-parleur arrière. Le gris, haut-parleurs latéraux. Rose, micro. Et le bleu signifie entrée ligne. Lorsqu'on utilise un ordinateur, nous avons les yeux rivés sur l'écran. Ce dernier est l'interface principale permettant à l'ordinateur de transmettre des informations à l'utilisateur. Ainsi, il n'est rien de plus naturel pour nous que de déplacer une fenêtre d'explorateur de fichiers, de lancer un jeu, de regarder un Blu-ray, etc. Toutes ces images qui apparaissent à l'écran sont générées par l'ordinateur, qui, comme vous le savez, travaille avec des 0 et des 1. Le rôle de la carte graphique est alors de transformer ces 0 et 1 en données graphiques, puis de les envoyer à l'écran. Les composants de la carte graphique. Carte fine ne veut pas dire carte basique. La carte graphique possède plusieurs composants
très important à commencer par son propre processeur, le GPU. Le GPU, bien Graphic Processing Unit, on l'a vu plus tôt, le processeur ou CPU est un des éléments les plus importants de l'ordinateur. Il s'occupe de tous les calculs nécessaires au fonctionnement du système. Tous? Non. L'intérêt est double d'une part. Le GPU soulage la charge du travail du CPU. En effet, on travaille plus efficacement à deux que tout seul. D'autre part, le GPU est spécialisé dans les calculs graphiques. C'est un peu comme dans la cuisine d'un restaurant. Le cuisinier est capable de réaliser la plupart des plats, mais les clients sont bien plus satisfaits quand il est aidé par un spécialiste des desserts. La mémoire ou bien la RAM vidéo. Les cartes vidéo utilisent leur propre mémoire pour stocker les images pendant le traitement. Certes, il existe quelques cartes AGP qui font appel à la mémoire système pour les textures 3D, mais cette fonction n'est plus que rarement supportée depuis que les cartes vidéo sont équipées en standard de mémoire. Une carte graphique est faite de beaucoup d'autres composants parmi lesquels le RAM DAC. Le RAM DAC est un convertisseur numérique analogique. Il transforme les données numériques produites par le GPU en données analogiques pouvant être affichées à l'écran. Mais avec l'arrivée des ports numériques tels que le DVI, le RAM DAC est devenu inutile. Le GPU peut envoyer à l'écran les données numériques directement. Pour que votre ordinateur puisse échanger avec le reste du monde, il a besoin d'une interface réseau. Ce reste du monde peut être le réseau local de votre maison, afin d'échanger des photos avec l'ordinateur d'un ami par exemple. Le réseau de votre entreprise, pour imprimer un document sur la photocopieuse du bout du couloir. Ou bien le monde tout entier lorsqu'il s'agit d'Internet. De nos jours, un ordinateur sans interface réseau se trouve bien harcelé. La méthode la plus courante pour relier un ordinateur à un réseau est sans doute l'utilisation d'un câble Ethernet. La plupart des cartes mères récentes sont équipées d'une puce gérant le protocole Ethernet à des débits pouvant aller jusqu'à 1000 MB par seconde, soit le gigabit Ethernet. Ainsi, il est de moins en moins fréquent d'utiliser une carte dédiée. Dans le cas où vous choisissez l'installation d'une carte réseau dédiée, cette dernière sera à placer dans un port PCI ou PCIe. Avec un fil, c'est bien, sans fil, c'est mieux. Le Wi-Fi est une variante du protocole Ethernet spécialement conçu pour être utilisé sans fil. Wi-Fi est d'ailleurs la contraction de Wireless Fidelity, soit fidélité sans fil. Ainsi, plus besoin de ce pénible câble toujours trop court et bien contraignant lorsqu'il s'agit de traverser une cloison. La Wi-Fi est le sympathique nom donné à la norme, mais son véritable nom est 802.11. Il existe des cartes mères pourvues d'une puce Wi-Fi. Avoir une interface Wi-Fi n'empêche en rien d'avoir une interface Ethernet. Les deux peuvent très bien cohabiter. La carte son en anglais audio card ou sound card est l'élément de l'ordinateur. La mémoire vive se présente sous forme d'une ou plusieurs barrettes, des circuits imprimés équipés de puces de mémoire. La carte son en anglais audio card ou sound card est l'élément de l'ordinateur permettant de gérer les entrées-sorties sonores de l'ordinateur. Il s'agit généralement d'un contrôleur pouvant s'insérer dans un emplacement ISA, PCI ou PCIe pour les plus récentes, mais de plus en plus de cartes mères possèdent une carte son intégrée. Les principaux éléments d'une carte son sont le processeur spécialisé appelé DSP ou bien Digital Signal Processor, chargé de tous les traitements numériques du son, écho, réverbération, vibrato, chorus, trémolo, effet 3D, etc.
Le convertisseur digital analogue appelé DAC, ou bien Digital to Analog Converter, permettant de convertir les données audio de l'ordinateur en signal analogique vers un système de restitution sonore, par exemple les enceintes, les haut-parleurs, amplificateurs, etc. Et pour le son qui va entrer, on a un convertisseur analogique numérique appelé ADC. La mémoire vive se présente sous forme d'une ou plusieurs barrettes, des circuits imprimés équipés de puces de mémoire. C'est une mémoire dite volatile, ce qui signifie qu'elle s'efface complètement lorsqu'il n'est plus alimenté en courant électrique. C'est pour cette raison que vous perdez tout votre travail en cours si le réseau électrique vient de tomber en panne. La mémoire vive possède un autre atout considérable sur les disques durs, elle est beaucoup plus rapide. La quantité de mémoire vive est le premier critère à regarder lors de l'achat de barrettes de RAM. C'est aussi le plus important. Aujourd'hui, le standard est de 4 Go minimum. Le prix des barrettes n'étant pas excessif, il serait dommage de viser en dessous. Au sein d'une barrette de mémoire, les données sont enregistrées dans des cases mémoire. Ces cases sont disposées en ligne et en colonne. Ainsi, pour connaître le contenu d'une case mémoire, le contrôleur mémoire doit connaître ses numéros de ligne et colonnes, puis y accéder. Cela prend un certain temps, défini par ce qu'on appelle les timings de la mémoire vive. Comme ce sont des temps d'accès, ils doivent être le plus petits possible. Il existe plusieurs formats de barrettes de mémoire, mais aujourd'hui, les deux plus répandus sont le DIMM et le SODIMM. Le premier est à destination des PC de bureau, le second est quant à lui utilisé pour les ordinateurs portables. Certaines barrettes de mémoire vive sont équipées de radiateurs, leur permettant de refroidir plus rapidement. Au sein des mémoires SDRAM, on distinguera principalement la DDR2 SDRAM de la DDR3 SDRAM. La DDR2 est en fin de vie et donc à éviter au profit de la plus récente DDR3 qui améliore les performances tout en consommant moins d'énergie. Lequel de ces objets est indispensable au bon fonctionnement de l'ordinateur? Le clavier, la souris, le processeur, la carte son ou bien la webcam? Lequel de ces objets n'est pas un périphérique? L'imprimante, la clé USB, la carte mère, la souris ou bien le scanner? Pour jouer, il est conseillé d'avoir une carte graphique intégrée à la carte mère ou bien d'avoir une carte graphique en PCI Express ou bien PCIe. Pour me connecter à Internet, j'utilise une carte réseau, une carte Wi-Fi, une carte Bluetooth, une carte infrarouge, une carte son. Donnez la description exacte d'un CPU, Calculate Processor Unit ou Central Processing Unit. Donnez la description d'un CPU PGA, Process Graphic Area, Processor Wrapping Grid Array ou petit grand adaptateur. Pour stocker mes données, j'ai besoin d'un disque dur, de l'écran, d'un clavier. Dans l'unité centrale, la carte principale se nomme la carte père, la carte mère, la carte fille ou bien la carte sœur.
Sur un PC, la mémoire vive se nomme EPROM, RAM ou bien ROM. En informatique, PC veut dire poste de commandement, personal computer, pour commander ou bien pour copier. Comment s'appelle l'élément de l'ordinateur traitant spécifiquement les informations nécessaires à l'affichage? Le processeur, la carte graphique ou bien la carte réseau. La RAM, Random Access Memory, est la mémoire morte, la mémoire vive, la mémoire flash ou la mémoire des mémoires. L'acronyme LAN désigne un réseau local, un protocole de communication sans fil, un protocole de connexion sécurisé, ou bien un type de carte réseau. Quel est le nom exact de cet élément? Une unité centrale, une imprimante, un port IDE ou bien un port SATA. Quel est le nom exact de cet élément? Une carte graphique, une carte réseau, une carte mère ou bien une carte son. Quel est le nom de cet élément? Un port FireWire, un port IDE, un port SATA ou bien un port iLink. Ou finalement un port PC. Est-ce vrai que le chipset est composé de deux circuits électroniques, le North Bridge et le South Bridge? Est-ce vrai que le GPU est le cycle de Graphic Processing Unit, le nom anglais du processeur graphique? Répondez par vrai ou faux. Le port SATA est un processeur spécialisé dans le traitement numérique du signal. Est-ce vrai que les slow mémoires sont destinés à accueillir les disques durs? Répondez par vrai ou faux. Wi-Fi est la contraction de Wireless Fidelity, soit fidélité sans fil. Répondez par vrai ou faux. Avoir une interface Wi-Fi n'empêche en rien d'avoir une interface Ethernet. Faites correspondre les éléments suivants. Dans la colonne A, on a traitement image, traitement de son, ou bien processeur. Dans la colonne 2, on a CPU, DSP et GPU. Faites également correspondre les éléments suivants. Dans la colonne A, on a carte son, carte graphique,
et carte réseau. Dans la colonne 2, on a musique, LAN, vidéo. Lequel de ces... Lequel... Quel est le nom de cet élément? Un port FireWire, un port IDE, un port